Bonjour et bienvenue, je suis Inès et vous écoutez Chamoisine. Pour cet épisode, je rencontre André, opticien lunetier diplômé de l'ISO Toulouse. Son début de parcours est atypique et après l'obtention de son diplôme, il travaille chez Monticelli, opticien indépendant de la région toulousaine. Quelques années plus tard, il a l'opportunité de travailler chez Anne et Valentin, célèbre opticien créateur originaire de Toulouse. C'est cette expérience qui lui a permis d'obtenir un poste à New York en tant que manager puis ambassadeur de la marque. Je vous laisse découvrir ma rencontre avec André. Bonjour André, j'espère que tu vas bien. Bonjour, je vais très bien, merci. Alors aujourd'hui, on se rencontre pour qu'on revienne un petit peu sur ton parcours, pour voir ce que tu as fait, pour en arriver là où tu en es aujourd'hui. Ok. Vas-y, je te laisse commencer. Comment est-ce que tu en es arrivé dans le monde de l'optique ? Alors, moi je suis arrivé un peu dans le monde de l'optique, honnêtement, un peu par hasard. Parce que mon père est médecin et beaucoup de médecins dans ma famille. Et en gros, j'ai commencé par faire de la médecine après le bac. Chose qui n'a pas forcément fonctionné pour moi. Et ensuite, après médecine, j'ai naturellement essayé pharma, comme beaucoup de gens, je pense, qui nous écoutent ont pu faire. Et pharma, j'ai tout de suite su que c'était pas non plus pour moi. Donc, à un moment donné, j'étais un peu dans la réflexion de savoir où je voulais aller. Ce qui est sûr, c'est que après le bac, en fait, j'étais un peu perdu dans ce que je voulais faire et j'ai passé des écoles d'ingénieurs, j'ai passé des concours d'école de commerce. Donc, j'ai été reçu dans une école d'ingénieurs, j'ai été reçu dans une école de commerce. Et finalement, j'ai décidé de faire médecine pour suivre un peu le parcours familial. Et donc l'optique, j'y suis arrivé parce que j'avais le père d'un ami qui était opticien et donc après ne pas avoir réussi en médecine et en pharma, je cherchais un accord entre le business et le médical ou paramédical. Et donc j'ai fait un stage chez lui, j'ai trouvé que ça me plaisait et c'est comme ça que j'ai commencé mon école d'optique. Et donc lui, le père de ton ami, il avait son magasin ? Ouais, en fait, il avait des magasins à Flelou. D'ailleurs, c'est un des leaders dans le nord de la France sur les boutiques à Flelou. Je pense qu'en tout, il en avait 7. Et après avoir fait ce stage, je pensais qu'il allait m'embaucher. Et en fait, finalement, il ne m'a pas embauché. D'accord. Et donc, du coup, j'ai commencé à chercher par moi-même et j'ai réussi à trouver une boutique qui m'a pris et au tout début en fait mon rapport à l'optique a été en alternance avec une boutique qui s'appelait Stelios Optique qui était une boutique en centre commercial et en fait ça a été un gros échec. Ouais. C'était quoi comme type de boutique ? Donc boutique de centre commercial, donc un peu orienté prix, avec des remises, des deuxième paires, troisième paires gratuites, etc. Mais vraiment... En tout cas, optiquement parlant, il y avait rien de très excitant. On vendait des verres de marques que je ne connaissais absolument pas. Et on avait un stock de lunettes qui était monstrueux et qui était là depuis des années. Mais c'était vraiment une boutique qui elle était successful et que les gens allaient acheter là-bas parce que c'était pas cher et c'était quand même une institution à Amiens, dans la ville dans laquelle j'ai grandi et voilà, à un point où moi en tout cas en tant qu'étudiant en alternance en optique, ça m'a un peu dégoûté de l'optique et j'ai arrêté l'optique. Je me suis dit que c'était pas pour moi. Tu as arrêté avant d'avoir ton BTS ou tu as arrêté ? Ouais, j'ai arrêté avant d'avoir mon BTS. D'accord. C'est-à-dire que j'étais en alternance, j'ai fait ma première année chez eux et en milieu de deuxième année, j'ai complètement arrêté en me disant que c'était pas pour moi. Et même les cours, ça te plaisait pas ? En fait, les cours, ça me plaisait, mais ce que je voyais, en fait, il y avait vraiment une grosse différence entre la théorie et ce que moi je voyais en pratique. Et pour moi, j'étais là, mais en fait, je comprends pas, on nous apprend tout ça, machin, les verres. Après, en école d'optique, en tout cas, on ne parle pas forcément beaucoup des différentes marques, etc. Mais il y avait rien qui vraiment me drivait, moi, personnellement. Et du coup, tu as fait quelle école ? Donc, au tout début, pendant cette expérience-là dont je parle, j'étais à l'AEPO à Paris, qui est une école qui est vraiment orientée en très manuel. Voilà, exactement. Ouais. Donc, ce qui était bien, c'est que j'ai vraiment appris énormément dans le côté technique, rhabillage, etc. Parce que la EPO, on avait vraiment des profs incroyables
en optique physique, en atelier et tout ça. Et donc techniquement, j'ai appris beaucoup. Mais en fait, tu pratiquais pas voilà, en fait à en côté, pratique, moi j'ai vu des trucs, mais j'ai vu des horreurs. Mais bon, voilà, c'était mon truc. Et donc j'ai arrêté. Et après, j'ai fait quelque chose qui avait rien à voir. J'ai organisé des soirées. J'ai été dans le monde de la nuit pendant 1 an. Okay. Et en fait, j'ai décidé de tout arrêter parce que j'avais quand même envie d'avoir une carrière dans la journée, même si dans la nuit, je m'en sortais quand même pas mal. J'ai décidé d'avoir une carrière dans la journée et donc du coup, j'ai déménagé à Toulouse. Et c'est là où j'ai commencé à l'ISO Toulouse. Et là, ma vie a commencé à s'éclairer. Okay. Et quand tu arrives à l'ISO Toulouse, tu reprends depuis le début, première année de BTS? Ouais. Et donc ça a été très difficile pour moi parce qu'en fait, déjà, si je reviens sur mon parcours, je fais médecine, quelques années, donc 2 ans de médecine que j'ai raté, une première année de pharma que j'ai avorté en plein milieu, et la EPO, on en est déjà à 4 ans. Tu vois, moi j'ai un master de première année. Ce qui est assez incroyable. Donc, voilà, effectivement, quand tu arrives, tu es un peu décalé en plus avec les autres qui sont en première année. Non, à moins que tu fasses de l'alternance aussi. Ben ouais, tu sens un peu le décalage. Mais là où j'ai eu de la chance, c'est qu'en fait, à l'ISO Toulouse, j'ai eu... en fait, à l'époque, c'était Kamel qui était directeur. Et en fait, je suis arrivé, j'ai été vraiment très franc avec lui. Je lui ai dit, écoute... j'ai fait médecine, j'ai fait pharma, je me suis un peu perdu dans d'autres choses qui ont été très enrichissantes pour moi. Mais là, j'ai vraiment besoin d'être assez efficace et de pouvoir enfin commencer ma carrière professionnelle. Et en fait, il m'a proposé quelque chose qui était assez inédit à l'époque, qui maintenant, je sais qu'il existe dans pas mal d'écoles d'optique, mais en fait, en tout cas à l'ISO Toulouse, et je pense dans l'ISO France, j'étais le premier à faire ce genre de programme, où en fait, j'ai réussi à refaire mon BTS sur 1 an. Et en fait, moi, j'étais en continu. Mais en début les 6 premiers mois, j'étais en cours avec les premières années. Et les 6 derniers mois, j'étais en cours avec les deuxièmes années. Donc en fait, tout ça pour dire aux gens si jamais il y a des gens qui écoutent et qui sont dans les bancs de l'école ou même avant même de rentrer dans cette formation, quand on sait ce qu'on veut, il faut savoir réussir à l'exposer à la personne qu'on a en face de soi. Donc pour tout ce qui est entretien d'embauche ou même entretien d'école, présentez-vous, dites qui vous êtes, où vous en êtes et où est-ce que vous voulez aller, parce que c'est comme ça que les portes s'ouvrent. Et moi, j'ai de la chance qu'on m'ait fait confiance. Et donc, à partir de là, ça a été un peu le début de toute ma carrière d'optique, quoi. Et donc, du coup, tu termines cette année turbo, qui représente donc ton BTS, tu l'obtiens. Et là, qu'est-ce que tu fais ? En fait, du coup, pendant cette année turbo, je rencontre des amis de classe, Kevin et Romain, big up les gars. Donc, en fait, eux, ils bossaient chez Optique Monticelli, qui est une institution quand même dans la région de Toulouse. Et en fait, Laurent Monticelli a eu l'élégance de me faire confiance avant même les résultats du BTS. Donc j'ai commencé à travailler en tant qu'opticien mi-juin, alors que les résultats étaient début juillet. Et en fait, il m'a posé la question, tu crois que tu auras ton BTS ? Je lui ai dit oui. Il m'a dit, c'est bon, je t'embauche en tant qu'opticien. Et j'ai eu la chance que les résultats sont arrivés positifs. Voilà. Trop bien. Donc tu commences en CDI directement chez Monticelli. Super, donc là au moins tu vois de la belle lunette, là c'est de la belle vente quoi, rien à voir avec le magasin dans lequel tu étais à Amiens. Là ça a été genre un nouveau monde. J'ai vraiment découvert un nouveau monde. J'ai compris qu'en fait, l'optique, c'est pas un métier, c'est de l'artisanat et qu'il y a différents niveaux d'expertise, que ce soit dans le lab. Donc, comme j'expliquais à la EPO, déjà, on avait eu une bonne formation, mais chez Monticelli, c'était genre l'école. En fait, ce qui était incroyable, c'était ça, c'est que chez Laurent Monticelli, c'est chaque vente que tu fais, donc on était tous assez libres quand même en boutique pour conseiller les clients et choisir les verres, etc. Mais une fois que la boutique fermait, en fait, on restait tous dans la boutique et en fait, toutes les ventes, on devait les analyser avec Laurent lui-même. C'était genre, ok, cette vente-là, t'as choisi cette lunette-là, pourquoi ? La meuf, elle a tel PD ou le monsieur, PD, pardon, je suis un peu américain, pardon, Jean-Claude Van Damme, distance pupillaire. Et en fait, il fallait tout justifier, le choix de monture, le choix de verre, dire si t'avais fait un examen de vue, oui et non, pourquoi si t'avais modifié quelque chose, etc. Et donc, en fait, d'avoir cet exercice-là tous les jours, pendant quasiment 2 ans et demi,
ça a été d'une richesse incroyable et de travailler avec des marques à l'époque du coup comme Théo ou Thierry Lasserie ou Harry Larriz et d'autres, j'en passe, parce que je me souviens plus exactement de toutes les marques qu'on avait. En fait, honnêtement, on avait toutes les marques créateurs sauf Anne et Valentin parce qu'on était dans la région de Toulouse. Et ça a été un apprentissage incroyable, quoi. Et Laurent, voilà, mon mentor, mon premier mentor en tout cas, voilà, qui est la personne qui m'a tout appris. Et j'aime bien ce que tu dis parce qu'en fait ça montre que il t'a aussi enseigné de la rigueur quelque part. Ouais. Il t'a enseigné de faire les choses consciencieusement, c'est-à-dire qu'après tu savais qu'il fallait que le soir t'ailles expliquer pourquoi le choix de monture, etc. Mais ce que tu as dit au tout début, c'est que j'ai l'impression en fait il vous laisse chacun être vous-même. Ouais. À contrario de quand on est dans une grande enseigne, C'est là ça. tu pouvais exprimer ta personnalité. Ouais. Et ça je trouve ça intéressant. En fait, c'est honnêtement pour moi c'est vraiment ce qui m'a motivé, parce que en fait je me suis rendu compte que j'avais pas forcément besoin de ressembler à qui que ce soit, mais par contre il fallait que je maîtrise le b.a.-ba de l'industrie, le choix de monture. L'évaluation des différents contrastes avec les grains de peau, etc. Savoir quelle couleur était plus ou moins adéquate. Et puis surtout savoir justifier tous mes choix à Laurent, comme je vous ai expliqué, mais surtout au client final. Et en fait, c'est ça qui a été une révolution pour moi. Et c'est là où j'ai vraiment commencé à m'éclater dans ce métier. Tu restes 2 ans et demi. Ouais. Et au bout de 2 ans et demi, qu'est-ce qui se passe pour toi ? En fait, c'est très drôle. Parce qu'en fait, la vie, elle est un peu comme ça. Parce que parfois, on s'en rend, sans forcément s'en rendre compte, il y a des opportunités qui se présentent. Et si on a les yeux fermés, on ne les voit pas. Et en fait, je pense que la vie, c'est vraiment ça. C'est passer d'une opportunité à l'autre et de savoir les saisir ou pas. Et ce qui s'est passé à ce moment-là, après 2 ans et demi, moi, j'étais quand même très heureux chez Laurent. Et j'étais vraiment content de ce que je faisais. Mais j'ai commencé un peu à côtoyer certaines personnes qui bossaient chez Anne et Valentin. Et je me souviens, c'était un événement Essilor. À l'époque, je pense qu'il sortait le Préventia. Donc, pour ceux qui connaissent un peu l'optique, vous savez à peu près de quand ça date. Il sortait le Préventia. Donc, t'avais un événement à Toulouse où ils avaient invité tous les opticiens un peu créateurs, etc. Donc, t'avais toute l'équipe d'Anne et Valentin et toute l'équipe de Monticelli. Et il y a une personne d'Anne et Valentin qui est venue me voir un peu discrètement en me disant écoute, Caroline, la personne là-bas, c'est la directrice des boutiques. En fait, aujourd'hui, c'est la directrice artistique. Elle aimerait bien te rencontrer, etc. Et moi, à l'époque, j'avais pas forcément envie de changer de boutique, quoi. Donc, je dis oui, mais on a laissé un peu passer de temps. Et finalement, je les ai contactés et je suis allé les rencontrer. Donc, je suis allé rencontrer Caroline et Eric, qui étaient les directeurs de la boutique de Toulouse. Mais à l'époque, ils n'avaient pas forcément de poste pour moi. En fait, c'était vraiment de la pure curiosité professionnelle. Et ça a été un échange, d'ailleurs, qui a été très, très intéressant, où j'ai compris ce que c'était qu'Anne et Valentin, qu'est-ce qu'ils faisaient, etc. Et donc, ça un peu, c'était un peu comme une graine qu'ils ont plantée dans mon cerveau, mais il n'y avait rien de concret derrière. Voilà. Et en fait, il s'est passé 6 mois entre la première fois que je les ai rencontrés. Et en fait, au bout de 6 mois, j'ai envoyé je me souviens, en plus, alors là, ça va être très drôle ce que je vais raconter parce que c'est un des moments les plus gênants de ma vie. J'avais le numéro de téléphone de Caroline et en fait, c'était une belle journée toulousaine, comme les gens qui sont à Toulouse peuvent savoir. Voilà, grand soleil, tout ça, début de juin. Et j'envoie un message à Caroline, quand même, la directrice artistique d'Anne et Valentin, et je lui dis... Bon, voilà, je sais que ça fait longtemps qu'on s'est vu, etc. Je profite de cette belle journée pour t'envoyer un message pour que tu me gardes dans un coin de ta tête. Et genre, je l'ai envoyé. Et à la minute où j'ai envoyé ce message, je me suis dit, mais qu'est-ce que tu fais ? Tu la connais pas ? Mais t'es complètement malade, qu'est-ce qui se passe ? Genre, franchement, pendant plusieurs jours, genre, je me suis senti vraiment bête. Parce que t'as pas répondu tout de suite. Non, non, il s'est passé 3 jours avant d'avoir une réponse. Et c'était ouf, genre, je me suis dit, mais qu'est-ce que tu fais, quoi, mec, t'es complètement fou. Et en fait, au bout de 3 jours, j'ai eu une réponse en mode, André, on t'a pas oublié, mais on a toujours pas de poste pour toi, mais t'inquiète pas, on t'a pas oublié. Et en fait, voilà, après, en septembre, ils m'ont contacté en mode, reviens pour un entretien, on ne promet rien, mais on veut te revoir, etc. Et à ce moment-là, j'ai revu Caroline et Eric, et j'ai rencontré Anne.
Et en fait, voilà, et un mois après, ils se sont dit, bon bah ok, on n'a pas de poste pour toi, mais on va en créer un. Ah ouais. Et on te prend, et tu commences en décembre. Voilà. Et ça m'a donné, parce que moi c'était ça aussi le truc, c'est que pour que je puisse démissionner de chez Monticelli, j'avais besoin de temps pour l'annoncer et puis pour donner le temps à la boutique de se retourner, etc. Et donc j'avais quand même mentionné ça, que je voulais qu'il y ait quand même voilà, 1 ou 2 mois de temps entre le moment où j'ai la réponse et le moment où je commence chez eux. Ok. Et ça, ils l'ont compris et respecté. Bah super. Voilà. Et alors, est-ce que tu... Parce que tu me dis que ça a été hyper formateur chez Monticelli. Ouais. Et du coup, arriver chez Anne et Valentin, ça reste du créateur, mais c'est quand même un environnement différent. Ouais. C'était enrichissant pour toi? Tu as d'autres apprentissages peut-être là-bas? Bah, en fait, pour moi, ça a été une évolution tellement, comme disait Amakin, organique, genre tellement naturelle, que j'ai pas vraiment senti le changement en fait. Parce qu'en fait, si tu veux, chez Monticelli, j'ai appris l'optique pure, l'examen de vue, la vérification, les besoins du client, savoir les déterminer, les comprendre et savoir aussi pousser les gens à sortir un peu de leur zone de confort, etc. en termes de fit, de choix de monture. Mais la valeur ajoutée d'Anne et Valentin, en fait, c'était un nouveau monde qui s'ouvrait. C'est que chez Anne et Valentin, il y a vraiment il y a une culture d'entreprise tellement forte et une vision de l'optique qui est inédite en fait. Je pense vraiment pas qu'il y ait d'autres marques dans le monde. Et aujourd'hui, j'en connais beaucoup d'autres marques. Il n'y a pas beaucoup d'autres marques qui ont un ADN aussi fort. Et en plus de ça, qui le cultive. Et donc, chez Anne et Valentin, ce que j'ai appris, ça a été quasiment plus dans des termes peut-être plus artistiques, en fait. C'était vraiment la compréhension du design, la compréhension de l'interaction entre la forme d'une lunette et le visage d'une personne, et de vraiment comprendre qu'en fait, c'est bien plus qu'un objet qu'on vend quand on est opticien. En fait, on vend des personnalités, on vend de la confiance, on vend un outil qui permet de balancer certains aspects de notre personnalité. Et ça, c'est vraiment l'étape que qu'Anne et Valentin m'a apporté. Et en fait, c'est là où, déjà que chez Monticelli, j'étais un opticien épanoui. Chez Anne et Valentin, là, mon cerveau, il a explosé, quoi. Je me suis rendu compte que je faisais partie d'un milieu, peut-être certes niche, mais super, super intéressant, quoi. Et avec une exigence. Et alors, ce qui est assez drôle, c'est que chez Anne et Valentin, c'est pas forcément ton manager qui va dire ouais André, qu'est-ce que tu fais, ça c'est pas bien. C'est tes collègues. C'est-à-dire qu'il y a certains niveaux d'exigence tellement élevés que t'as pas le droit d'être facile dans peu importe dans ce que tu fais, dans tes choix de monture, dans tes choix de verre, même de la manière dans laquelle tu remplis tes dossiers. Parce qu'en fait, comme on partage un peu tout chaque dossier, en fait, tout le monde peut interagir dessus entre ce que tu vas, parce qu'on fait tout sur papier, ce que tu écris sur papier, la personne qui va saisir le papier à l'ordinateur, etc. C'est plein de personnes différentes. Donc, à chaque étape, tu dois être excellent. Et en fait, là, pour moi, c'était un nouveau monde, quoi. C'est une stimulation permanente, ouais, en fait. Ouais. C'est trop bien. En fait, c'était la continuation de ce que j'avais connu chez Monticelli, avec cette espèce d'apprentissage, le fait de travailler tous les dossiers avec Laurent, et après d'avoir cette exigence chez Anne et Valentin avec chacun de mes collègues qui étaient non mais André, t'écris mal et tout. C'est vrai que j'ai une écriture incroyable. Mais voilà, il y avait vraiment un truc où j'avais l'impression de passer à un niveau supérieur. Ouais. Et moi, il y a quelque chose que tu m'as raconté, que tu as abordé dès ton premier entretien chez Anne et Valentin, qui du coup fait que tu as eu l'opportunité de partir aux États-Unis. Ouais. Donc, vas-y, je te laisse. En fait, donc comme j'ai dit, quand j'ai eu mon deuxième entretien chez Anne et Valentin, donc du coup cette fois-ci avec Caroline et Anne. En fait, à l'époque, j'avais commencé à faire des recherches et tout, et ils étaient en train d'ouvrir une boutique à New York, donc la première boutique qui est à Soho, Prince Street. Et je me souviens, donc pendant cet entretien-là, j'ai dit à Caroline et Anne, alors que je n'étais pas encore embauché, mais moi, j'ai vu que vous ouvrez aux States et tout, sachez que si jamais je commence avec vous, moi je suis chaud pour partir, je pars demain si vous voulez, etc. J'ai grave envie d'avoir une expérience à l'étranger, quoi. Ouais, j'ai mentionné dès le début. Et en fait,
1 an et demi après, ils m'ont fait confiance et ils m'ont envoyé aux States. Voilà. Trop bien. Et du coup, on passe donc sur la partie de toi, ton job aux États-Unis. À la base, tu es envoyé là-bas pour faire quoi? Faire le lien entre la France et les États-Unis ou pour être opticien là-bas, tout simplement? En fait, j'arrive aux États-Unis et en fait, je suis la 3e personne à être envoyée de la France aux États-Unis. Donc, à l'époque, on avait une boutique à Soho qui était managée par une Française qui venait d'Anne-et-Valentin qui s'appelle Laura. Et ensuite, on a ouvert une boutique à Brooklyn qui était managée par une Française qui venait de notre boutique de Paris qui s'appelle Estelle. Et donc moi, j'arrive en tant que le 3e manager. Et à cette époque-là, on voulait ouvrir une boutique dans l'Upper West Side. Et je me souviens, c'était l'année de mes 30 ans. Et c'était en mai, j'organisais mon anniversaire. Moi, je suis né en juin. Vraiment une grande fête où je voulais un peu lier mes potes du Nord et du Sud, etc. Et là, en fait, le CEO d'Anne-et-Valentin, Christophe, m'appelle et me dit « Bon, en fait, c'est bon, on va ouvrir une boutique aux US. Est-ce que ça t'intéresse de partir ?» Je dis « Ah ouais, sûr, machin. » Et il me dit « Par contre, ok, si ta réponse est oui, tu pars dans 1 mois. » Un peu short. Ouais, un peu short. Ça veut dire je partais le 20 mai. Je dis, ah non, mais attendez, on a mes 30 ans, c'est le 8 juin et tout. Bon, bref, j'essaye de. En fait, t'essayes même pas de négocier parce qu'en fait, c'est trop gros ce qu'on te propose. Et tu te dis, bon, écoute, ouais, non, je suis chaud, j'y vais. Et t'as avancé du coup la fête des 30 ans Non, même pas, j'ai même pas pu la tu faire. l'as pas fait du coup Non, j'ai dû annuler alors que mes potes avaient déjà pris leur billet d'avion et tout. Enfin, certains de mes potes avaient pris leur billet d'avion. Bon, maintenant ils viennent te voir à New York. C'est ça. Donc ça c'est cool. Non ouais, j'ai dû annuler et en plus moi à l'époque, ma petite amie était travaillait en Allemagne. Donc je lui apprends même pas, je lui apprends pas la nouvelle, je vais d'abord voir ses parents en disant bon je vais devoir partir au States et tout, mais bon je vais partir quand même bien, etc. Donc je pense demander votre fille en mariage, est-ce que vous acceptez et tout, ils disent oui. Bon par contre maintenant que vous avez dit oui, en fait on va partir dans 1 mois. Est-ce que c'est toujours bon? Oui. Et en fait quand Valentine est venue me voir à Toulouse, je fais ma demande de mariage, elle me dit oui, je dis bon c'est bon, j'ai déjà vu avec tes parents, c'est bon, on se marie dans 1 mois. Allez, let's go. Et tu voulais te marier avant de partir? Non, en fait, c'est l'occasion de partir qui nous a fait un peu accélérer tout. Mais bon, ça faisait 7 ans qu'on était ensemble, donc pour moi, il n'y avait même pas de réflexion. Et quand tu pars à l'étranger comme ça, il faut savoir que c'est quand même mieux d'être officialisé pour que ça soit facile pour tout le monde de chercher, de trouver un boulot, quoi. Voilà. Période intense pour toi, tant sur le perso que sur le pro. C'est ça, ouais. Et c'est à ce moment-là que je me suis rendu aussi compte que parfois on est là, on connaît pas forcément nos ressources en tant qu'être humain. Et moi, j'avais pas la prétention de penser que j'étais quelqu'un d'organisé, quelqu'un d'efficace, etc. J'ai toujours été quelqu'un qui cruise, tu vois. Le mec qui a des facilités, mais qui est pas forcément le meilleur bosseur, que ce soit à l'école ou ailleurs. Et là, en fait, en 1 mois, c'est tellement condensé. Il faut vraiment donner le meilleur de toi-même entre rendre ton appart, vendre tous tes meubles, faire les démarches administratives, se marier et tout ça dans 1 mois. Et en fait, de voir que j'étais capable de réussir à tout faire, en fait, après, derrière ça, une fois que je suis arrivé au States, j'étais galvanisé, quoi. J'étais un autre homme. Voilà. Trop bien. Et tu parles anglais ? J'ai toujours très bien compris l'anglais. Moi, je suis un fan de rap. Mon prof d'anglais, c'était 50 Cent, quoi. Quand il a sorti son album Rangstar et après Get Rich or Die Trying, moi j'ai traduit toutes les chansons, quoi. Donc j'avais une très 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 bonne compréhension de l'anglais grâce au rap. Mais après, oui, tu ne pratiquais pas, donc forcément. Non, voilà. C'est honnêtement comme pour toutes les langues étrangères. En fait, c'est une fois que tu y es que vraiment tu commences à faire tes progrès, quoi. Et honnêtement, il faut pas avoir peur, quoi. Enfin, peu importe ce qu'on a en tête, se challenger et partir dans l'inconnu, ça ne peut qu'être bénéfique. Parce qu'en fait, au pire, qu'est-ce qui se passe ? Tu rentres chez toi, quoi. Voilà. Donc en fait, il faut jamais avoir peur. Tu y vas et tu vois, et en fait, en règle générale, et en tout cas ce que j'ai pu voir avec les personnes que j'ai été amené à rencontrer à New York, qui sont tous venus par des canaux différents, soit par le boulot, soit
fois voilà par la débrouille, en fait tu finis toujours par t'en sortir et à réussir à maîtriser la langue, quoi. Et donc du coup, toi tu arrives manager de la boutique de Brooklyn, c'est ça? Alors j'arrive et j'aide un peu les deux managers, donc de celle de Brooklyn et de celle de Soho, pendant que la boutique que je suis censé manager, qui est dans l'Upper West Side, est en travaux. Donc en fait... Comme ça tu t'imprègnes aussi un peu de là-bas. Exactement. De la façon de faire, de l'approche Ouais. client, quoi. Et Ça devait être un petit peu différent quand même, à l'américaine. Il y a une énorme différence. Bon, déjà, c'est dur parce que c'est pas notre langue maternelle. Donc, même si Anne et Valentin m'avaient donné des cours d'anglais, etc., entre le moment où ils m'avaient annoncé et le moment où je suis parti. C'est cool quand même, ils t'ont... Ouais. J'avais genre trois cours par semaine avec une professeure particulière. C'était sur Internet à l'époque. Voilà, donc ça te prépare quand même, ça te permet d'être plus confiant. Mais en fait, en vrai, t'arrives là-bas et tu bégayes, quoi. Donc ouais, d'être un peu jeté à l'eau, c'était bien. Et d'avoir un peu aussi la chance de ne pas être le premier à arriver, d'avoir Estelle et Laura qui étaient un peu là pour me guider. Et moi d'être un peu une aide pour toutes les deux avec nos équipes américaines sur les deux boutiques qui étaient déjà arrivées, qui étaient déjà ouvertes. Ça a été vachement formateur. Et après, je faisais un peu le suivi de travaux sur ma boutique qui était en train d'être finalisée. Et donc, toute cette période un peu de transition, ça a été énorme parce que ça m'a permis d'être un peu confiant sur mes ventes et de pratiquer mon anglais. Et après, d'avoir le temps de comprendre aussi la culture américaine avant à avoir à recruter et ensuite manager des Américains. Et ce qui est vraiment un tout autre monde aussi. Et donc du coup ta boutique ouvre, ouais. C'est toi qui recrutes ou c'est Anne et Valentin? Ouais, c'est moi qui recrute. Ouais. Ok. Alors il y a eu un mix entre des gens qu'on avait déjà dans d'autres boutiques que j'ai pris en renfort et ensuite des nouvelles personnes à recruter. Et ça a été un exercice assez intéressant parce que en fait ce qui est très bizarre, c'est qu'on a tendance à croire que je sais pas, comme on regarde des films américains, même si on n'est jamais allé aux États-Unis, on a un peu un sens de ce que c'est que les États-Unis, mais une fois qu'on y est, on se rend compte qu'il y a quand même une énorme différence culturelle entre les États-Unis et la France, entre les Américains et les Français. Et encore plus dans le monde du travail, c'est vraiment deux manières d'interagir très différentes. Moi, j'ai été élevé, en tout cas dans l'optique, avec mon Monticelli, Anne et Valentin en France. En France, on a une espèce d'exigence où ton boss il va te dire non mais là André, ce que tu as fait, c'est pas bien. Pour ne pas être vulgaire, je peux utiliser le mot. Voilà, le français il va pas hésiter à te dire ça, c'est de la M, tu vois. Mais aux États-Unis, tu peux pas faire ça. Culturellement, c'est pas du tout accepté. Ouais. C'est-à-dire que les Américains, faut arrondir les angles, mais ils sont élevés dans le positif. Ouais. D'ailleurs, c'est ce qui font d'eux de très bons communicants, des gens qui ont une énorme confiance en eux. C'est que chez eux, c'est plutôt genre, je sais pas moi, t'as fait une dictée où il y a que des fautes, mais t'as écrit 3 mots bien. Ils vont dire, là c'est très bien, tu vois, là t'as écrit 3 mots super bien, la prochaine fois, essaye d'en écrire 10 bien. Ouais. En France, on va te dire, non mais quoi, là t'as fait une faute, je me suis 99% de ce que t'as écrit c'est bien, on va te dire, là t'as fait une faute. Là-bas, on va te dire, là 10% de ce que t'as fait c'est bien. Mais moi, je veux que tu fasses 80% bien. Tu vois. Et c'est vraiment une autre approche, quoi. Et donc, quand tu arrives dans le milieu du travail, eux, ils ont été éduqués comme ça à l'école. Oui, tu peux pas arriver et dire, non mais là, qu'est-ce que tu fais? Tu peux pas faire ça. Alors qu'en France, tu le fais, tes boss le font et tu l'acceptes parce que tu acceptes l'autorité, le savoir, la seniorité, l'ancienneté, tu acceptes ça et tu dis, si cette personne m'engueule, c'est qu'elle sait mieux faire et moi, je vais m'inspirer d'elle pour grandir, tu vois. Et aux États-Unis, c'est pas pareil. Aux États-Unis, c'est-à-dire que pour vraiment inspirer tes employés, c'est plutôt par qui toi tu es et comment tu fais les choses que t'inspires la personne. C'est pas en lui disant que ce qu'elle fait c'est pas bien et que pour qu'elle soit bien il faut qu'elle fasse ça, ça, ça et ça. C'est plutôt lui donner envie de faire les choses comme toi. Et ça, c'est difficile de le comprendre au début. Je suppose qu'il y a des situations où naturellement toi tu vas agir d'une certaine façon et après tu te dis ah bah non, peut-être ça va pas passer de l'autre côté. Ouais. Un des conseils c'est intéressant aussi. Ouais. Un des conseils que mes collègues m'avaient donné à l'époque, Laura et Estelle, c'était vraiment la méthode du sandwich. Alors ça paraît très très basique.
Mais en fait, aux États-Unis, moi, c'est ce qui m'a permis, au début en tout cas, de m'en sortir. C'est-à-dire que si tu as envie de faire un feedback négatif sur quelqu'un, d'abord, dis-lui ce que tu aimes en elle. Voilà, bon, bah écoute. T'es bien habillé aujourd'hui, voilà, mais c'est pas bien ce que tu fais. J'aime bien comment tu t'habilles, j'aime bien comment tu t'occupes des clients, etc., ta manière de discuter, etc. Par contre, dans les montages, je pense qu'on a des opportunités d'amélioration, notamment dans ça et dans ça. Mais bon, voilà, j'avoue que c'est agréable de travailler avec toi et j'espère qu'on va faire des grandes choses ensemble. Ça, c'est la méthode américaine. La méthode française, c'est genre, non mais là, tes montages, c'est de la merde, il va falloir que tu me changes ça très vite. Voilà. Donc ça, c'est vraiment, culturellement, c'est une énorme... En fait, les Français pensent qu'ils sont assez proches des Américains parce que c'est l'Occident, mais en fait, il y a beaucoup plus de similarités entre un Français et un Africain qu'entre un Français et un Américain. Sur la façon de... Sur la culture en général. Culture, ouais. Sur la manière de vivre en général, même autour de la nourriture, autour de plein de choses, tu vois. La culture américaine est vraiment différente de la culture française, malgré ce qu'on croit. Ça fait combien de temps du coup maintenant que tu es aux États-Unis ? Là, ça fait... J'entame ma 8e année. Ok. Ouais, j'entame ma 8e année et ouais, là c'est cool. Là, je suis arrivé à un moment où je pense que voilà, on va faire un long chemin au State. Voilà. Très bien. Et donc tu fais manager et là aujourd'hui tu es toujours manager ou Non. Alors après 6 ans en tant que manager de boutique et formateur un peu technique et de vente pour toutes les boutiques, là j'ai pris une nouvelle mission. Donc en fait maintenant je suis ambassadeur à Nez-Valentin pour le nord-est des États-Unis et l'est du Canada. Quand je dis ambassadeur, il y a des gens qui ne vont pas forcément comprendre, donc c'est plutôt le job de représentant ou de sales. Donc en fait, pourquoi on utilise le mot ambassadeur ? Parce que chez Allez Valentin, je pense que l'approche est un peu différente. C'est-à-dire que quand tu es représentant, donc ton but c'est d'ouvrir plein de comptes et de vendre la marque. Donc en fait, tu représentes la marque auprès des opticiens. Nous, on utilise le mot ambassadeur parce qu'en fait, notre métier, il est autre. C'est-à-dire que non seulement on représente la marque, mais on représente aussi les clients auprès de la marque. Parce qu'en fait, on est dans un positionnement confortable parce qu'on s'appelle Allez Valentin et que je pense qu'il y a plus de gens qui ont envie de nous ouvrir que des gens avec qui on a forcément envie de travailler, etc. Donc, c'est une autre approche et j'aime beaucoup ce mot, et moi je le prends vraiment littéralement, presque comme l'ambassadeur d'un pays. Genre quand tu es ambassadeur de France dans un pays étranger, ton rôle c'est de vendre la France au pays dans lequel tu es affilié, mais c'est aussi d'améliorer les relations dans le pays dans lequel tu es avec la France. Et donc pour moi, c'est vraiment un métier que je prends très littéralement et j'aime beaucoup ce mot d'ambassadeur. Et pour moi, ça fait vraiment la différence. Et c'est ce qui fait que, voilà, je pense qu'Allez Valentin est encore une fois au-dessus du game. Trop bien, ok. Je veux vraiment m'adresser aux gens qui sont dans les bancs de l'école, là, ou peut-être qui sont en train de réfléchir à faire de l'optique. C'est très important de savoir que, déjà, on est dans une industrie qui est très variée. Voilà, on peut façonner des lunettes, on peut faire de la vérification technique, on peut travailler avec des ophtalmos, on peut designer des lunettes, on peut être opticien, mais on peut être opticien dans des chaînes, on peut être opticien chez des créateurs, on peut être opticien dans des milieux plus ruraux, etc., où il faut être un peu plus polyvalent. Donc en fait, il faut vraiment être conscient que il y a vraiment plein d'opportunités dans le métier de l'optique. Et ce qui est vraiment important avant de choisir où postuler, c'est d'abord de savoir qui on est, qu'est-ce qu'on veut, pourquoi on est dans l'optique. Et une fois qu'on a déterminé ça pendant nos années d'école et avec les cours, savoir un peu où est-ce qu'on est bon, où est-ce qu'on est moins bon, c'est d'être très honnête avec qui on est et aussi nos capacités. Tu peux être par exemple, tu es très bon à l'école, tu es d'une famille assez aisée, tu sais que tu vas ouvrir une boutique, bah ouais, peut-être fais une année de plus pour apprendre un peu la gestion, etc. Ou fais une école de commerce. Comme ça, tout de suite, tu t'orientes plus dans la gestion de boutique et tu sais que voilà, grâce au financement auquel tu as accès, tu vas pouvoir être un très bon gestionnaire de boutique. Tu n'as pas forcément les moyens, tu es très motivé, tu as des grandes ambitions. Bah, voilà, fais de l'alternance.
commence peut-être dans des chaînes, etc., où on va te donner l'opportunité de grandir, etc., et vois si ça te plaît, et après tu peux toujours bifurquer dans le monde du créateur. Ou sinon, t'es vraiment passionné de lunettes, et genre t'as fait une école d'optique dans le Jura, tu connais déjà toutes les meilleures marques, etc., ben là, prépare tes entretiens, pour travailler dans les grandes boutiques, pour travailler chez Le Longchamp, chez Edgar ou chez Anne et Valentin. Mais dans ce cas-là, il faut déjà apprendre le langage, savoir que quand tu te présentes chez Edgar ou chez Anne et Valentin ou chez Le Longchamp, ça sert à rien d'arriver en costard-cravate, par exemple. Ouais. Tu vois ce que je veux dire ? Il y a aussi un univers. Voilà, il faut connaître un peu les codes. C'est-à-dire qu'avant de se présenter, sache que si tu viens en entretien chez Anne et Valentin, viens comme tu es. Et puis, dis-moi pourquoi t'es quelqu'un d'exceptionnel, ou qu'est-ce que tu connais de l'optique, et pourquoi tu viens chez Anne et Valentin, et pourquoi t'as envie de travailler pour Anne et Valentin. Et c'est comme ça qu'on va t'ouvrir la porte. Mais te présente pas en costard-cravate et en disant veuillez agréer mes sincères salutations. Non, tu vois, en fait, il faut comprendre un peu les différents codes et s'adapter à là où tu postules, quoi. Et en fait, il n'y a pas de limite. Il n'y a vraiment pas de limite. Il ne faut pas avoir peur et il faut croire en soi. Il faut savoir que de toute façon, on n'est jamais prêt pour un métier, peu importe ce qu'il est, peu importe, mais même là, au-delà d'optique, on apprend toujours en faisant. Donc, ne jamais être impressionné. Et là, je parle vraiment en connaissance de cause parce que quand je suis arrivé à Toulouse et que je cherchais, au début, avant que Kamel me donne ma chance à Toulouse, je cherchais quand même en alternance pour le faire de manière classique. J'ai déposé mes CV partout et j'ai pas osé pousser la porte d'Anne et Valentin. Tu vois. Alors qu'au final, c'est eux qui sont venus te chercher. Ouais, tu vois. Et ça, c'est très paradoxal. Donc, en fait, ne jamais avoir peur, mais être préparé. Savoir où tu mets les pieds et du coup savoir t'exprimer de la manière qui va parler à l'endroit où tu vas te présenter. Et aujourd'hui, quand tu vas, là par exemple tu m'as dit que tu allais au Silmo, quand tu fais des salons comme ça, tu les fais toujours sous le nom de Anne et Valentin. Ouais. Et donc tu as toujours cette casquette d'ambassadeur. Ouais. Et tu vas à la rencontre des opticiens ou des autres marques ? Alors des opticiens du coup maintenant, c'est... Dans les salons, c'est un moyen déjà de voir les clients que tu vois un peu au quotidien quand tu vas leur présenter les nouvelles collections. Mais c'est surtout aussi un moyen de pouvoir avoir un premier contact avec des prospects, donc des gens qui sont intéressés par la marque. Et la manière dont on le fait chez Anne et Valentin, c'est on n'ouvre pas forcément des comptes sur les salons. Mais au moins, c'est une bonne manière d'avoir un premier contact et ensuite d'aller rencontrer les gens, voir les boutiques, rencontrer les équipes pour voir si c'est un partenariat dans lequel on peut s'investir. Parce que pour une marque comme Anne et Valentin, nous, on voit toujours au moyen et long terme. Donc, on cherche plutôt des partenaires avec qui on va grandir ensemble, plus que des clients avec qui on va vendre des lunettes. En fait, c'est vraiment une approche qui est différente. Donc, les salons, pour ça, c'est intéressant. Et puis, c'est toujours une occasion assez cool pour revoir soit des anciens collègues et aussi entretenir les relations avec d'autres marques, parce qu'en fait on se rend compte que c'est une petite famille, tu vois. Comme j'aime bien dire, par exemple Théo, c'est ma deuxième marque préférée, quoi. C'est ma marque préférée après Anne et Valentin. Tu vois. Ouais. Et donc voilà, ça c'est assez cool. Les salons pour ça c'est assez cool. T'en fais aussi aux États-Unis du coup ? Vision Expo à New York. Je fais que celui de New York parce qu'après il y a d'autres salons aux États-Unis, mais c'est plutôt fait par d'autres ambassadeurs que moi, quoi. Voilà. Ok, ça marche. Super intéressant. Petit mot de la fin. Honnêtement, voilà, l'optique c'est un métier incroyable. Essayez vraiment d'être très bon dans ce que vous faites, que ce soit dans le montage, parce que le montage, moi, c'est par exemple la partie technique, c'est vraiment quelque chose que j'apprécie beaucoup, donc d'être le plus précis au montage possible. L'ajustage, enfin le service qu'on provide aux clients, c'est vraiment la chose la plus importante, parce qu'en fait au final ce qui fait qu'un client revient dans votre boutique, c'est pas forcément la lunette qu'il a choisie, c'est le moment qu'il a passé avec vous. Ouais. Donc en fait c'est vachement important de comme disent les Américains, de make it special, quoi. Voilà, il faut que la personne elle se souvienne de vous. Un moment, parce que c'est ce qui fait que les gens reviennent, c'est l'expérience, le moment passé et l'expertise. Puis n'hésitez pas,
s'il vous plaît, parce qu'on est des opticiens et qu'on voit tellement de gens avec des lunettes qui ne leur vendent absolument pas. Donc arrêtez de vendre des choses qui ne fitent pas et soyez assez confiants pour dire à quelqu'un que ça ne lui va pas. Et c'est d'ailleurs comme ça qu'on gagne des clients, qu'on gagne la confiance, c'est quand on est capable de dire non en fait. Et c'est ça la clé du succès dans n'importe quel service, c'est quand le client est capable de se rendre compte que vous êtes honnête. Et voilà, je voulais finir là-dessus, c'est l'honnêteté, l'intégrité et le savoir-faire quoi. C'est vraiment la base de notre métier parce qu'on est des artisans. On n'est pas des vendeurs de lunettes, on est des artisans et je pense que c'est très très important de prendre ça en considération. Voilà. C'est une belle vision du métier. Dernière question de ce podcast, s'il y a quelqu'un que tu aimerais entendre à ce micro pour qu'il il ou elle vienne nous partager son parcours, ce serait qui pour toi ? Alors, quelqu'un peut-être qui a marqué toi ton parcours ou alors quelqu'un peut-être que tu n'as jamais rencontré, qui t'intrigue, de qui tu aimerais en savoir un peu plus ? Bah alors oui, les personnes qui m'ont marqué et que j'aimerais bien entendre, honnêtement ce serait Laurent Monticelli. J'aimerais bien l'entendre pour savoir en fait son parcours à lui et ce qui a fait qu'il ait eu accès à toutes les marques auxquelles il avait accès dans un milieu de l'optique qui à l'époque où lui il a ouvert n'était pas forcément développé. Donc qu'est-ce qui a fait qu'il a commencé à s'intéresser à des marques comme Théo et d'autres marques qu'il a eu ensuite et en plus après d'être affilié au groupe I Like. Et donc j'aimerais bien entendre un peu toute cette histoire. Et après, honnêtement, il y a des marques qui m'intriguent un peu, donc d'autres marques que Canet et Valentin. Et par exemple, j'aime beaucoup la marque Regards et c'est une marque de Hong Kong ou Singapour si je ne me trompe pas. Et oui, j'aimerais bien en savoir plus sur cette marque et sur le parcours qui leur a amené à proposer un produit complètement différent de ce qui se fait dans l'industrie. Ouais. Ok, voilà. Bah écoute, on essaiera d'avoir Laurent Monticelli ou alors de voir avec Regards. Super, bah, en tout cas merci beaucoup pour ton partage. Je pense que c'est super intéressant et ça va être très inspirant pour beaucoup de personnes, je pense. Ouais, c'est vrai. Surtout les Toulousains. Big up à Toulouse, quoi. La ville rose, je vous aime. La ville d'adoption, yep. Kevin et Roro, mes potos. Voilà. Merci. Voilà. Vous venez de rencontrer André, ambassadeur Anne et Valentin à New York. Il tire une grande richesse de son expérience et nous montre bien que créer ses propres opportunités paye forcément un jour ou l'autre. Merci pour votre écoute et on se retrouve dans 2 semaines pour le prochain épisode. Like a map with no